Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de vous retrouver ce matin pour cette troisième leçon de mon cours de cette année, le droit international de la science. Cette troisième leçon, vous le voyez à l'écran, est intitulée « Le droit de l'homme à la science, champ, contenu et limites ». Il s'agit de la seconde de deux leçons consacrée, je vous l'ai dit, à la pièce maîtresse du droit international de la science et de l'humanisme scientifique par le droit, tel que je vous ai proposé de les concevoir dans ce cours cette année. Vous vous rappelez que je vous avais dit que saisir le moment institutionnel international de la science, un moment institutionnel qui est arrivé, à mon avis, implique d'abord, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, de réanimer le droit de l'homme à la science et notamment de réactiver sa conception institutionnelle et collective de 1948. Et c'est sur la base de ce droit de l'homme à la science réanimé que je vous proposerai ensuite, dès la semaine prochaine, de réinstituer les sciences par le droit international dans différents régimes. Pardon. Alors, pour mémoire, si vous n'étiez pas là la semaine dernière ou si la semaine a effacé tous vos souvenirs, en même temps que le droit international des droits de l'homme posait une limite ultime au droit sous la forme de l'égalité des droits de la personne en 1948, il limitait aussi, et ce n'est pas assez connu, la science. Le droit de l'homme à la science, tel qu'il figure aujourd'hui encore à l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est en effet à la fois, je vous l'ai dit, une garantie de la science et une limite de cette dernière. Et nous allons comprendre le sens de cela aujourd'hui. Ce droit de l'homme est d'une part une garantie ultime, hétéronome de la science, et ce tant du cadre institutionnel autonome de la science que du droit de chacun d'y participer et d'en bénéficier, mais c'est aussi d'autre part une limite ultime et hétéronome à la science, puisque celle-ci ne doit être protégée qu'en tant qu'elle est au bénéfice de la personne humaine. Donc c'est toute la force de ce droit, et vous allez, je l'espère, le saisir ce matin. Alors, je vous l'ai expliqué, la guerre froide a malheureusement douché les espoirs que soulevait ce droit en 1948. En effet, même si le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 15.1b, que vous voyez ici à l'écran, a repris le droit de l'homme à la science de 1948, il l'a repris en le reformulant sous une forme passive et individuelle de bénéficier de la science. Et sans surprise, ce droit de l'homme a ensuite été mis en veille intentionnellement, à mon avis, durant près de 40 ans. Alors, comme je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, le droit de l'homme à la science est en passe de pouvoir enfin redéployer tous ses effets grâce à une large entreprise de réanimation qui a débuté il y a une quinzaine d'années au sein des Nations Unies. Et il s'agit pour moi, dans ces deux leçons, notamment dans cette seconde de deux leçons, de vous présenter l'état de ces travaux, et notamment des travaux que je poursuis moi-même dans le domaine depuis 2014. Alors, dans cette deuxième leçon, je vous présenterai la suite et la fin de ce que j'ai appelé le petit guide théorique du droit de l'homme à la science. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'objet du droit, donc ce sur quoi il porte, ce qu'il protège. Je vous ai parlé de ses titulaires, ceux qui ont ce droit, et je vous ai parlé de ses débiteurs, c'est-à-dire de ceux qui doivent des obligations aux titulaires du droit de l'homme à la science. Ce matin, je vais terminer ce petit guide en vous présentant trois autres thèmes: le champ du droit, le domaine dans lequel il s'applique, son contenu et ses limites. Donc nous aurons trois parties à la leçon. Alors pour mémoire, toujours pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe dans le cours, ma méthode est interprétative, c'est-à-dire que je vais vous proposer, comme la semaine dernière, une interprétation de ce droit de l'homme à la science, qui corresponde à la pratique juridique de ce droit, qui, nous l'avons vu, est assez disparate, mais qui existe, mais surtout qui lui correspondent en proposant une interprétation qui permette de justifier cette pratique de la meilleure manière possible. Donc ça, c'est important de le comprendre pour que vous puissiez saisir un petit peu ce qui se passe et comment les différents éléments sont agencés.
Alors je commence avec mon premier point, le champ du droit de l'homme à la science. Comme tout droit de l'homme, le droit de l'homme à la science s'applique dans un champ qui est déterminé par le droit. Et ce champ d'application est d'abord déterminé par l'objet du droit. L'objet du droit de l'homme à la science, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est la science. Donc, à première vue, le champ du droit de l'homme à la science, c'est le champ de la science. Mais le droit peut aller plus loin et limiter davantage le champ d'application d'un droit de l'homme, limiter ce champ en allant beaucoup plus loin dans la délimitation que l'objet du droit lui-même. Alors pour comprendre quel est ce champ d'application plus spécifique du droit de l'homme à la science, il faut commencer par identifier d'éventuelles exceptions préalables à ce champ, voire d'éventuelles dérogations ultérieures à son application à l'intérieur de ce champ. Et ce sera mon premier point. Et puis ensuite, il faudra délimiter le champ du droit de l'homme à la science de celui d'autres droits de l'homme avec lesquels ce droit peut partager tout ou partie du même champ. On va voir que le droit de l'homme à la science se superpose souvent dans son champ d'application à d'autres droits de l'homme, et donc il va falloir un petit peu délimiter tout cela. Vous-même, je suis sûre que si nous faisions maintenant un petit interview, vous auriez beaucoup d'idées de droits de l'homme qui se télescopent ou qui correspondent aux droits de l'homme à la science dans son champ. Donc il va falloir qu'on fasse quelques délimitations. Alors je commence avec mon premier point, les exceptions au champ du droit de l'homme à la science et les dérogations à son application. Le champ d'application d'un droit de l'homme, ici le droit de l'homme à la science, peut être spécifié pour être plus restreint que celui de son objet, en l'occurrence la science. Et quand on restreint le champ d'application d'un droit de l'homme de cette manière-là, on parle d'exception au champ d'un droit de l'homme. Alors ces spécifications de champ par exception peuvent avoir lieu de manière générale pour tous les États au moment de la reconnaissance d'un droit de l'homme dans un traité. Ça, c'est le cas le plus facile. Mais ces exceptions au champ peuvent aussi avoir lieu de manière individualisée pour l'un ou l'autre État au moment de la ratification du traité par le jeu de ce qu'on appelle dans le langage technique une réserve au champ d'application qui ne s'applique alors qu'à l'État qui a fait cette réserve. À ma connaissance, il n'y a aucune réserve spécifique aux droits de l'homme à la science parmi les 172 États partis au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Demeure la question des exceptions générales, y en a-t-il? À nouveau, si l'on examine la formulation du droit de l'homme à la science, celle de 1966, on voit que ce droit semble s'appliquer dans le champ scientifique sans restriction aucune. D'ailleurs, l'interprétation du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels de 2020, dont je vous ai déjà beaucoup parlé la semaine dernière, elle aussi reprend ce champ sans exception, sans restriction aucune. Par conséquent, s'il doit y avoir des limites à la recherche scientifique, au champ de la recherche scientifique, ces limites devront passer soit par les obligations relatives aux droits de l'homme à la science, soit par ces limites internes ou externes que nous étudierons plus tard ce matin. Donc c'est très important de le comprendre. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple ici. Ce champ d'application du droit de l'homme à la science est illimité, il n'y a ni exception ni réserve. Est-ce que cela veut dire, par exemple, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser ou ce que l'on peut lire parfois dans la presse, ce droit de l'homme s'applique aussi dans le domaine de la recherche militaire. Cette recherche peut être considérée comme scientifique, elle entre dans le champ d'application, dès lors, du droit de l'homme à la science. Pour autant, bien sûr, que cette recherche remplisse les conditions de fiabilité et de contestabilité du savoir acquis et consolidé au sein de la communauté épistémique concernée, ce qui requiert bien sûr une certaine publicité de l'acquisition et de la consolidation de son savoir, ce qui peut être difficile en matière militaire, mais qui n'est pas insurmontable. Il se peut bien sûr que certains types de recherche militaire, par exemple sur certaines armes, chimiques ou nucléaires, ou dans certains espaces, comme l'Antarctique, soient interdites, ou du moins limitées par un traité qui relève du droit international de la science. Ici, vous avez l'exemple du traité sur l'interdiction partielle des essais d'armes nucléaires, dont on parle beaucoup maintenant parce qu'il est en train d'être démantelé, en tout cas du point de vue de ses États parties. Vous avez ici une interdiction d'un type
de recherche militaire. Ici, vous avez le traité sur l'Antarctique de 1959, avec une indication très claire à l'article 1 du type d'activités qui peuvent être menées dans l'Antarctique, ce qui n'exclut pas, vous voyez le paragraphe 2, l'emploi de personnel ou de matériel militaire pour cette recherche scientifique non militaire. Donc vous avez ici une nuance intéressante. Mais dans ces cas-là, dans ce type d'interdiction ou de limitation de la recherche militaire, ce qui est très clair, vu ce que je vous ai dit sur le champ d'application du droit de l'homme à la science, c'est que ces restrictions du champ devront dans tous les cas être justifiées aux conditions que pose le droit international des droits de l'homme, conditions que nous allons étudier ce matin. Il ne suffit pas pour un traité d'interdire ou de limiter telle ou telle recherche scientifique, par exemple militaire, par simple traité pour pouvoir extraire cette recherche du champ d'application du droit. D'accord ? Il y a des conditions à remplir, les conditions de justification d'une restriction au droit de l'homme à la science, précisément parce que son champ n'est pas limité à certains types de sciences et n'exclut pas certains types de sciences. Autre exemple de l'importance de cette réflexion sur le champ, cette fois-ci un exemple exclusif du champ d'application du droit de l'homme à la science, celui de la recherche commerciale. On le sait, il y a aujourd'hui un développement grandissant de la recherche et développement en entreprise, et les rapports étroits qui se sont noués de manière bénéfique entre industrie et science à travers l'histoire ont été bien documentés. Mais en soi, la recherche commerciale ne peut pas être qualifiée de scientifique. Elle ne remplit pas les critères de fiabilité et de contestabilité que je vous ai présentés il y a 15 jours et que j'ai mentionnés précédemment. Ces critères requièrent une institution publique de la science distincte de l'entreprise. Et même si elle devait remplir ces critères, la poursuite d'un objectif commercial est incompatible avec le désintéressement scientifique, l'un des principes constitutifs de la structure normative de la science. Elle contredit la nature de bien public de la science dont la valeur est collective, je l'ai dit, et ne peut pas, dès lors, être privatisée. Alors il ne faut pas confondre cette évaluation de la recherche commerciale avec celle du financement privé ou d'autres formes d'influence privée qui peuvent s'exercer sur la recherche menée dans des institutions publiques. La recherche, dans ces cas-là, demeure bien sûr scientifique, pour autant qu'elle remplisse les critères évoqués précédemment, et donc relève du champ du droit de l'homme à la science. Mais elle devra être protégée par l'État contre une influence privée indue, et notamment contre les conflits d'intérêts. Par exemple, un laboratoire qui travaille sur des cancers causés par le tabac, qui serait financé en partie par l'industrie du tabac, ce qui est arrivé récemment en Suisse. Alors, je reviendrai plus tard sur ces obligations positives de protection de la recherche par les États pour que vous puissiez saisir toute leur intensité. Alors, il faut bien distinguer ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les exceptions préalables au champ d'un droit de l'homme, en l'occurrence il n'y en a pas pour le droit de l'homme à la science, des dérogations qui sont ultérieures à son application, même si elle a lieu dans le champ de ce droit. Les dérogations sont spécifiques à un État en particulier et s'appliquent uniquement pour une durée déterminée. Elles sont en outre activées après l'entrée en vigueur du traité pour cet État. Ces dérogations, elles visent à suspendre l'application d'un ou plusieurs droits de l'homme dans une situation d'urgence, par exemple une crise militaire, une crise sanitaire, comme nous l'avons vécu il y a quelques années, ou une crise climatique. Et la même chose devrait pouvoir valoir en matière de droits de l'homme à la science. Même si le pacte ne comprend pas de clause relative à la suspension des droits de l'homme en cas d'urgence, ces dérogations, me semble-t-il, doivent être soumises à des conditions similaires à celles qui s'appliquent aux droits compris dans d'autres traités, et ce, tant sur la matière que sur le contenu. Voilà l'article 4 du pacte sur les droits civils et politiques, qui, lui, prévoit les conditions de fond et de forme à remplir pour que les droits de l'homme du pacte puissent être suspendus. Je l'ai dit, le pacte international sur les droits socio-culturels, économiques socio-culturels, ne contient pas de clause correspondante, mais nous pouvons l'appliquer mutatis mutandis. Donc ces dérogations, s'il devait y en avoir au droit de l'homme à la science, devraient être limitées par le noyau intangible ou non dérogeable du droit de l'homme à la science, dont je vais vous parler tout à l'heure, et de tous les droits de l'homme en fait, être spécifiques à une menace donnée, par exemple un conflit armé,
et être justifiée spécifiquement. Elle devrait être signalée au secrétaire général des Nations Unies, suivie ensuite par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, et être limitée dans le temps. Mais en l'absence d'une telle dérogation, donc en l'absence de tout ce que je viens de vous dire en termes de procédure et de fond, eh bien, les droits de l'homme demeurent applicables, y compris, et c'est important de le souligner, en cas de conflit armé. Donc la simple existence du conflit armé, si elle n'est pas doublée du respect des conditions de la dérogation, ne va pas suspendre l'application des droits de l'homme. Et la même chose vaut pour le droit de l'homme à la science, y compris dans sa dimension de coopération internationale obligatoire entre les États. Et un exemple va vous aider à comprendre ce que je vous dis. La simple survenance d'un conflit armé, comme la guerre d'agression russe en Ukraine, ne peut en aucun cas être invoquée pour suspendre, de manière générale, les droits scientifiques des chercheurs russes, ni d'ailleurs les droits scientifiques des chercheurs non russes qui travaillent avec des chercheurs russes. Si des restrictions à ces droits devaient être apportées, elles l'ont été d'ailleurs, par exemple par un État ou par une institution de recherche scientifique, des actes desquels cet État doit répondre, eh bien, elles devront nécessairement être justifiées aux conditions de restriction du droit de l'homme à la science que nous allons étudier plus tard. D'accord ? Donc la simple survenance d'un conflit armé ne suspend pas les droits, à moins que les conditions de la dérogation soient remplies, ou alors les conditions de justification des restrictions que nous allons voir plus tard. Voilà ce que je peux vous dire sur les exceptions et les dérogations à l'application du droit de l'homme à la science. Ce champ étant désormais limité pour vous, il nous faut encore le délimiter, puisqu'il va falloir comprendre comment ce droit de l'homme à la science partage son champ d'application avec d'autres droits de l'homme. Alors je procéderai ici à 3 délimitations, selon que ces autres droits de l'homme sont 1 parents, ce sont mes termes, ce sont des termes un peu imagés, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc on va procéder à 3 délimitations en fonction ou selon que ces autres droits de l'homme sont 1 parents, 2 cousins, ou 3 aimants. Ils aiment le droit de l'homme à la science, comme un aimant aime et attire en retour. Eh bien, il y a des droits parents, des droits cousins et des droits aimants du droit de l'homme à la science. Alors, je commence avec le premier groupe, le groupe des droits parents du droit de l'homme à la science. Ce sont des droits qu'on peut désigner de parents du droit de l'homme à la science parce que le droit de l'homme à la science en émane. Le champ d'application de ces droits peut donc se superposer avec celui du droit de l'homme à la science, dont le champ est toujours plus restreint. Alors, un exemple de droit parent, c'est le droit de participer à la vie culturelle, qui est le premier droit garanti à l'article 15.1a du pacte. Ce droit de participer à la vie culturelle s'applique conjointement avec le droit de l'homme à la science, puisque la science est une pratique culturelle spécifique dont l'objectif est épistémique. Je vous l'ai expliqué il y a 15 jours. Pour qu'une pratique culturelle épistémique donnée puisse être qualifiée de scientifique, bien sûr, il faut encore qu'elle soit fiable et contestable. Vous connaissez désormais les critères. Un autre exemple de droit parent du droit de l'homme à la science, c'est le droit à l'autodétermination des peuples, que vous voyez ici garanti à l'article 1 du PIDESC, et à l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques, pour le droit dérivé des citoyens de participer à la vie démocratique. Pourquoi est-ce que ce droit est un droit parent du droit de l'homme à la science ? Eh bien parce que la science étant une pratique collective et autonome, le droit de l'homme à la science comprend le droit à participer à l'autodétermination scientifique et à le faire de manière égalitaire. Les deux droits se superposent donc dans leur champ d'application, le droit de participation scientifique étant un droit spécial par rapport au premier, dans un champ plus restreint, celui de la science. C'est particulièrement clair dans le cas de l'application du droit de l'homme à la science au savoir des peuples autochtones et du rapport de spécialité, dès lors, de l'autodétermination scientifique de ces peuples par rapport à l'autodétermination politique de ces peuples. Deuxième délimitation, les droits que j'appelle des droits cousins. Ces droits cousins ont pour partie, mais pour partie seulement, le même champ que le droit de l'homme à la science.
Il ne faut pas les confondre avec des droits dérivés du droit de l'homme à la science, comme la liberté de recherche scientifique, dont je vais vous parler plus tard. Alors, un exemple de droit cousin du droit de l'homme à la science, c'est le droit à l'éducation. Un droit qu'on trouve à l'article 13 du pacte, qui recouvre tant la liberté d'enseigner que de suivre des enseignements. Lorsqu'elle concerne la recherche scientifique et l'enseignement supérieur, la liberté académique, qui est un droit dérivé tant du droit de l'homme à la science que du droit de l'homme à l'éducation, peut donc relever du champ de ces deux droits, puisqu'ils sont cousins. La liberté académique s'applique toutefois aussi dans le domaine de l'éducation non scientifique, notamment non supérieure, et son champ est alors distinct de celui du droit de l'homme à la science. A l'inverse, le droit de l'homme à la science peut trouver à s'appliquer en dehors de la liberté académique, et donc en dehors du champ de l'enseignement et du droit à l'éducation. Vous voyez comment ces deux droits, en étant cousins, vont se croiser sans jamais complètement se superposer. Un deuxième groupe de droits voisins du droit de l'homme à la science, ce sont la liberté d'expression et d'opinion, article 19 du pacte, la liberté de pensée, article 18, et la liberté d'association, article 22. Ces trois libertés peuvent tout à fait entrer en jeu en matière de liberté de recherche scientifique, et leurs champs respectifs, par conséquent, vont pouvoir se superposer avec celui du droit de l'homme à la science, même si, à nouveau, chacun d'entre eux peut trouver à s'appliquer en dehors du champ de l'autre. Il est très important, en effet, de comprendre ce qu'apporte la protection spécifique du droit de l'homme à la science dans les champs dans lesquels ces droits se superposent. J'insiste là-dessus parce que souvent, on va dire mais le droit de l'homme à la science n'apporte rien de particulier puisqu'on peut tout faire avec la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté d'opinion et la liberté d'association. Eh bien non, vous l'aurez compris déjà la semaine dernière, le droit de l'homme à la science apporte une protection collective, une protection participative et donc une protection institutionnelle de la science et des libertés scientifiques. Et c'est précisément pour cela que la réduction fréquente, notamment dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne connaît pas de droit de l'homme à la science, je vous l'ai dit, des libertés scientifiques à l'une ou l'autre de ces trois libertés personnelles, peut rapidement devenir une source d'appauvrissement pour ces libertés scientifiques. Alors nous reviendrons sur la spécificité institutionnelle de la liberté académique par rapport à ses droits voisins dans le séminaire d'Olivier Beau la semaine prochaine, auquel je vous invite, comme toujours, très cordialement. Alors un troisième exemple de droit voisin du droit de l'homme à la science, c'est le droit de bénéficier, en tant que créateur scientifique, des intérêts moraux et matériels qui découlent de cette création scientifique. C'est un droit qui est garanti juste en dessous du droit de l'homme à la science, à l'article 15, 1c du pacte. Parce que ces deux droits concernent tous deux la pratique scientifique, leur champ se superpose évidemment de manière très intense. Cependant, chaque droit peut aussi trouver à s'appliquer sans l'autre, et j'y reviendrai la semaine prochaine pour distinguer le droit des créateurs scientifiques à bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux sur leur création scientifique, des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas, et c'est important d'insister, des droits de l'homme. Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas des droits de l'homme et n'entrent donc pas dans une relation de concurrence, à ce titre, avec le droit de l'homme à la science. Donc ça va être tout un travail de distinction qui sera, vous le verrez, très très important. Enfin, troisième délimitation, troisième groupe de droits de l'homme qui peuvent entrer en relation avec lui dans son champ d'application, les droits que j'ai appelés aimants, parce qu'ils aiment la science, ils aiment le droit de l'homme à la science, et donc ils attirent la science vers eux, ils attirent le droit de l'homme à la science vers eux. Ils sont distincts dans leur objet, mais la science peut contribuer à leur protection, et donc ils vont attirer la science et le droit de l'homme à la science vers eux. Le droit de l'homme à la science, dans ces cas-là, peut se trouver dans une relation instrumentale à ces droits, et leurs champs vont se superposer. Alors c'est le cas par exemple du droit à la santé que vous avez ici à l'écran, dont vous voyez qu'il protège le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé auquel la science va pouvoir
bénéficier, mais aussi du droit à l'alimentation de l'article 11, que vous voyez ici à l'écran, qui lui nomme expressément l'importance de la contribution scientifique ou technologique à l'avancement et à la protection du droit à l'alimentation. On peut y ajouter, dans ce groupe des droits aimants, le droit à un environnement sain, qui est un droit non écrit du droit international des droits de l'homme, mais qui, en 2021, a été couché dans cette résolution du Conseil des droits de l'homme. Et si vous lisez cette résolution, vous verrez qu'elle mentionne la science comme étant une pratique qui peut contribuer à la protection du droit à l'environnement sain. Alors rien n'exclut que ces droits aimants, donc ces droits qui aiment la science, qui la tirent vers eux de manière instrumentale, qui mobilisent par conséquent le droit de bénéficier de la science, puissent entrer en conflit avec d'autres facettes du droit de l'homme à la science. Nous verrons que c'est le cas, par exemple, de la dimension participative du droit de l'homme à la science. Pour que la science puisse être instrumentalisée de cette manière-là, il faut vérifier, en vertu du droit de l'homme à la science, que la participation de tous est assurée. De même, le droit de l'homme à la science protège contre les effets néfastes de la science, et dans le cadre de l'invocation de certains de ces droits, eh bien, cette facette du droit de l'homme à la science peut entrer en conflit avec ces autres droits. J'y reviendrai dans la 5e leçon. Alors, le champ étant désormais posé, avec ses exceptions, ses dérogations possibles, ces délimitations, j'en viens enfin, me direz-vous, vous l'attendez, au contenu du droit de l'homme à la science. Le contenu du droit de l'homme à la science, qu'est-ce que c'est ? C'est le contenu des obligations qui correspondent à ce droit. Il ne faut donc pas confondre le contenu du droit avec l'objet du droit que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est-à-dire la science en tant que bien public participatif. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans le contenu des obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science. Alors pour ce faire, je vais procéder en 4 étapes. Je vais d'abord vous présenter les modalités de détermination de ce contenu, comment on fait pour savoir quel est le contenu des obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science. Ensuite, je traiterai du contenu de ces obligations. En 3e point, je vous parlerai des responsabilités pour le droit de l'homme à la science, des responsabilités que j'ai distinguées la semaine dernière des obligations du droit. Et enfin, je traiterai dans un 4e point d'une obligation spécifique au droit de l'homme à la science, qui est une obligation très très particulière, qui fait toute la force et vraiment l'unicité de ce droit, l'obligation de coopération internationale en matière scientifique. Ce sera mon 4e point. Alors je commence avec la détermination du contenu du droit de l'homme à la science. Un droit de l'homme est toujours déterminé. Il est déterminé dès qu'il est garanti de manière abstraite. Vous lisez l'article 15, 1c du pacte, que je vous ai montré à plusieurs reprises, et tout de suite, vous savez de manière abstraite sur quoi porte le droit. Donc le droit lui-même est toujours déterminé, même abstraitement. En revanche, les obligations qui correspondent à ce droit doivent encore être déterminées en contexte et n'existent donc toujours qu'en tant qu'obligation concrète. Quand vous ouvrez un traité de droit de l'homme, quand vous lisez le droit de l'homme à la science, vous ne voyez pas quelles sont les obligations qui y correspondent. Vous devrez aller les déterminer concrètement en contexte. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Le contenu d'une obligation, le contenu du droit de l'homme à la science n'existe que concrètement et devra être déterminé concrètement en contexte. Une fois déterminé et spécifié dans son contenu, chaque obligation spécifique du droit de l'homme à la science correspondra de manière corrélative à un droit scientifique spécifique de ce droit. Par exemple, la liberté de recherche, en tant que droit scientifique spécifique, correspond des obligations spécifiques de respect, de protection ou de réalisation de la liberté de recherche. En fait, à chaque droit de l'homme abstrait, en l'occurrence au droit de l'homme à la science, correspond non seulement des obligations concrètes, mais une pluralité d'obligations concrètes. Pourquoi pluralité ?
parce que ces obligations répondent dans leur contenu et dans leur intensité aux menaces qui pèsent concrètement sur le titulaire du droit, et plus généralement dépendent de la vulnérabilité de ce titulaire. Je prends un exemple. Une chercheuse femme ou une chercheuse en situation de handicap sera plus menacée dans sa liberté de recherche, et elle le sera d'autant plus en conditions de conflit armé. Sa protection donnera donc lieu à des obligations supplémentaires de la part de l'État. Par ailleurs, les ressources financières ou techniques à disposition de chaque État ou institution publique débitrice du droit de l'homme à la science affectent, elles aussi, le contenu des obligations respectives qui sont dues en vertu du droit de l'homme à la science. Conformément au principe « ought implies can », on ne doit que ce qu'on peut devoir. Par exemple, les obligations de financement de la recherche scientifique d'un État pauvre seront inférieures en nombre et en intensité à celles d'un État riche. Et finalement, pour les mêmes raisons, le contenu des obligations dues en vertu d'un droit de l'homme, en l'occurrence le droit de l'homme à la science, varie fortement à travers le temps et l'espace. Le droit de l'homme à la science n'a pas le même contenu aujourd'hui qu'en France qu'il y a 20 ans, et il n'a pas le même contenu aujourd'hui en France qu'à Madagascar. Pour toutes ces raisons liées à la nature concrète, multiple et variable des obligations relatives au droit de l'homme à la science, il est très difficile pour moi de vous présenter le contenu de ces obligations de manière abstraite. La détermination du contenu concret des obligations que les titulaires du droit de l'homme à la science peuvent tirer de ce droit doit se faire en contexte et par les autorités de chaque État ou autre institution publique débitrice de ces obligations. Et ce pour des raisons démocratiques et épistémiques. Les autorités nationales ou locales sont à la fois plus légitimes démocratiquement et plus expertes des mesures à prendre pour respecter les droits des personnes sous leur juridiction, surtout lorsqu'il s'agit de droits relatifs à la pratique scientifique, dont l'organisation autonome doit elle aussi, à l'image d'une poupée russe, demeurer multiple à l'intérieur de ces États multiples. En fait, cette procédure de détermination du contenu du droit de l'homme à la science doit absolument être démocratique, de manière à permettre à chaque titulaire du droit de l'homme à la science de participer également à la spécification du contenu de ces droits scientifiques. C'est une conséquence de l'égalité des droits de l'homme que leurs titulaires soient également impliqués et respectés dans la détermination de leurs droits. Alors, est-ce à dire que la détermination du contenu des obligations du droit de l'homme à la science relève entièrement de l'appréciation des débiteurs de ces obligations, et donc entièrement des États débiteurs de ces obligations? Non. C'est aussi, bien sûr, un peu une question de droit international. Avec le temps, par le jeu des rapports périodiques que présentent les États ou comités sur les droits économiques, sociaux et culturels au sujet de la mise en œuvre de leurs obligations, et s'il y a suffisamment de convergence entre la pratique de ces États, eh bien, un contenu international minimal de ces obligations pourra être consolidé par le comité pour tous les États parties au pacte. Comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer à travers, par exemple, les observations finales que va rendre le comité sur un rapport périodique d'un État. Ça va se passer sur la base de ces constatations suite à une plainte individuelle déposée sur le droit de l'homme à la science, ou encore d'observations générales, comme l'observation générale 25, dont je vous ai beaucoup parlé dans ce cours. En outre, évidemment, la rapporteuse spéciale sur les droits culturels et l'UNESCO contribuent elles aussi, à l'interprétation du contenu minimal du droit de l'homme à la science. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que si ce contenu minimal du droit de l'homme à la science, consolidé par le comité, est obligatoire pour les États, c'est parce qu'il reflète leur pratique ultérieure. Cette pratique, en effet, est considérée comme équivalente à un nouvel accord des États au sens de l'article 31.3b de la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités. Enfin, ce contenu minimal international consolidé par le comité n'est que minimal, je l'ai dit. Les États et les autres institutions qui doivent des obligations au titre du droit de l'homme à la science peuvent aller plus loin que ce droit commun que nous allons étudier ce matin. En fait, s'ils ont les capacités d'aller plus loin et de mieux protéger le droit de l'homme à la science, eh bien, ils ont même l'obligation de le faire. Toutes les obligations au droit de l'homme sont en effet des obligations de maximisation et donc à ce titre sont progressives.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la détermination en général, pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe et d'où vient ce contenu dont je vais vous parler maintenant. Alors j'en viens précisément à ce contenu en commençant par les obligations, au sens strict, qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science. Pour vous présenter ce contenu, je vais procéder en deux temps. Je vais vous présenter d'abord le contenu en général, ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ce contenu minimal en général du droit de l'homme à la science, avant de vous présenter plus spécifiquement les trois droits principaux que l'on peut dériver de ce droit, et donc les trois groupes d'obligations principales qui lui sont corrélatives. Alors je commence avec le contenu général des obligations du droit de l'homme à la science. Les débiteurs du droit de l'homme à la science ont, comme tous les débiteurs des droits du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, ce qu'on appelle une obligation générale positive de mise en œuvre de ce droit. Cette obligation générale, elle est très importante à saisir parce qu'elle a des caractéristiques tout à fait intéressantes. Elle figure à l'article 2, paragraphe 1 du pacte que vous voyez ici à l'écran. Selon cet article, les États doivent agir au maximum de leurs ressources disponibles en vue d'assurer le plein exercice des droits de l'homme. Et ça s'applique aussi aux droits de l'homme à la science. Et si vous lisez l'article 15.2 du pacte, vous verrez que cet article 15.2, paragraphe 2, spécifie cette obligation positive générale de mise en œuvre dans le contexte du droit de l'homme à la science, en lui donnant une dimension clairement institutionnelle et organisationnelle. En effet, 15.2 nous dit que les mesures à prendre devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science. Ces mesures supplémentaires d'organisation du cadre juridique et institutionnel de la science comprennent notamment l'adoption d'une loi cadre nationale en matière scientifique, c'est-à-dire l'adoption de ce fameux droit de la science, national et international, dont je vous ai tant parlé dans ma première leçon et sur lequel je reviendrai évidemment dans la 6e leçon, dans l'aboutissement de ce cours. Alors, comme toutes les obligations qui sont dues en vertu du pacte, les obligations qui sont dues en vertu du droit de l'homme à la science sont des obligations de maximisation des ressources disponibles. Vous avez lu l'article 2, paragraphe 1 tout à l'heure avec moi, je vous le remets maintenant. Vous voyez que cet article 2 évoque l'idée d'une utilisation maximale des ressources disponibles. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on lit l'article, c'est qu'on voit que ces ressources à considérer sont à la fois les ressources propres de chaque État et celles que peuvent apporter l'assistance et la coopération internationale, nous dit l'article 2, paragraphe 1. Il s'agit donc de moyens techniques et financiers qui peuvent être mis à disposition par d'autres États. Et dans le domaine scientifique, ce recours à la coopération internationale aux fins de mise en œuvre des obligations du droit de l'homme à la science dans d'autres États est mentionné spécifiquement à l'article 15, cette fois paragraphe 4 du pacte. Donc vous voyez comment ce droit de l'homme à la science comprend son paragraphe 2 et son paragraphe 4, deux paragraphes qui complètent l'obligation positive générale de mise en œuvre du droit, très spécifiquement pour être taillés sur les besoins de mise en œuvre du droit de l'homme à la science. Alors pour le reste, et comme je vous l'ai indiqué précédemment, le contenu des obligations spécifiques dues au titre du droit de l'homme à la science devront être spécifiés concrètement dans chaque cas. Il est possible, cependant, je ne vais pas vous décevoir, d'identifier en l'état du droit international quelques éléments minimaux qu'il faudra remplir. Les débiteurs du droit de l'homme à la science encourent trois types d'obligations spécifiques qu'ils doivent spécifier, et cela vaut aussi en vertu de ce droit. Ils ont l'obligation de respecter, de protéger et de réaliser le droit de l'homme à la science. Ces obligations confirment le rôle de garant de la science que jouent les débiteurs du droit de l'homme à la science, notamment les États, et ce à la fois pour protéger la science contre les organes de l'État, mais aussi pour protéger la science contre des tiers, par exemple le marché, ou enfin contre elle-même. Donc vous allez saisir maintenant comment cette construction du contenu du droit de l'homme à la science est mise au service de ce rôle de garant de l'État.
Alors, premièrement, les obligations de respecter. Elles imposent aux États de ne pas interférer, directement ou indirectement, dans l'exercice du droit de l'homme à la science. Ici, je peux vous donner comme exemple l'obligation de s'abstenir d'empêcher les scientifiques de former des associations professionnelles ou d'imposer des obstacles à la collaboration internationale entre scientifiques. Deuxième groupe d'obligations, les obligations de protéger. Ces obligations, elles imposent aux États d'adopter des mesures pour empêcher toute intervention dans l'exercice du droit de l'homme à la science de la part d'autrui. Ces menaces tierces sur les titulaires du droit de l'homme à la science peuvent provenir de personnes physiques ou morales privées, mais aussi des communautés scientifiques elles-mêmes. Et l'obligation de protéger de l'État consistera notamment à veiller à ce que l'investissement privé dans des institutions scientifiques ne soit pas utilisé pour influencer l'orientation de la recherche, ou de veiller à ce que les institutions de recherche ne restreignent pas la liberté scientifique des chercheurs. Enfin, les obligations de réaliser. Les obligations de réaliser le droit de l'homme à la science, elles imposent aux États d'adopter des mesures législatives, administratives, budgétaires et d'instaurer des recours efficaces pour assurer le plein exercice du droit de l'homme à la science. Comme exemple, on peut penser à l'adoption d'un plan d'action national, participatif en matière scientifique, ou plus généralement, je vous l'ai dit, l'obligation d'adopter du droit de la science. Il faut aussi mentionner l'obligation de renforcer les capacités scientifiques de la population, notamment par l'éducation ou le soutien au journalisme scientifique. Et je reviendrai sur cette obligation positive d'adopter du droit international de la science dans la 6e leçon, dont ce sera l'objet. Alors ces trois types d'obligations, respecter, protéger, réaliser, sont complémentaires. Elles ne sont pas subsidiaires les unes aux autres et elles doivent donc être spécifiées et protégées de front par les débiteurs du droit de l'homme à la science, en l'occurrence les États ou d'autres institutions publiques débitrices. Plus précisément, elles vont correspondre aussi bien à des droits libertés qu'à des droits créances. Par exemple, le droit de l'homme à la science recouvre aussi bien la liberté de recherche scientifique que le droit d'obtenir un accès ouvert aux publications scientifiques. Et à chacun de ces types de droits scientifiques, droit créance ou droit liberté, vont correspondre d'ailleurs des obligations tant positives que négatives. La liberté de recherche scientifique, par exemple, va fonder des obligations de financement public de la recherche, mais aussi des obligations de non-ingérence de l'État dans les programmes de recherche. Enfin, toutes ces obligations scientifiques sont tant matérielles que procédurales, c'est-à-dire que le droit de bénéficier d'applications scientifiques, par exemple, va fonder des obligations de garantie d'un accès sans discrimination à l'enseignement supérieur, mais aussi des obligations d'anticiper les menaces que font peser certaines technologies émergentes, comme le génie génomique, sur l'égalité des personnes humaines. Alors, de manière générale, et il ne faut jamais l'oublier, en vertu de l'article 2, paragraphe 2 du pacte, le principe de non-discrimination va s'appliquer conjointement aux droits de l'homme à la science et conjointement aux obligations qui sont dues en vertu de ce droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va respecter les obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science, eh bien, on va devoir le faire de manière non discriminatoire. Mais cela n'empêche pas, évidemment, que si les titulaires du droit de l'homme à la science sont vulnérables, par exemple parce qu'il s'agit de chercheuses femmes ou issues de minorités ethniques ou de communautés scientifiques minoritaires, que le contenu des obligations qui leur sont dues soit renforcé d'autant. Dans ces cas-là, en effet, des mesures spéciales devront être mises en place pour assurer l'égalité d'accès et de participation et compenser autant que possible les désavantages scientifiques. C'est quelque chose dont nous reparlerons aussi la semaine prochaine. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contenu des obligations du droit de l'homme à la science en général. J'espère vous avoir déjà donné un petit peu plus à vous mettre sous la dent. Je vais essayer, toujours dans les confins de ce droit international, de ce contenu minimal international du droit de l'homme à la science, de vous donner maintenant un aperçu du contenu encore plus spécifique de trois droits principaux qui dérivent du droit de l'homme à la science, et donc de trois groupes d'obligations qui correspondent à ce droit. Alors, pour mémoire, le droit de l'homme à la science recouvre trois droits scientifiques principaux dont je vous ai parlé la semaine dernière.
Premièrement, le droit d'accéder et de participer à la pratique scientifique. Deuxièmement, le droit d'accéder et de participer aux bienfaits de cette pratique. Et enfin, troisièmement, le droit d'en être protégé lorsqu'elle a des conséquences néfastes. À ces trois droits vont correspondre trois groupes d'obligations principales en vertu du droit de l'homme à la science. Premièrement, les obligations qui correspondent au droit d'accéder et de participer à la pratique scientifique. Il s'agit tout d'abord d'obligations d'assurer un accès égal à la science. Le savoir, l'information, la pratique scientifique doivent être rendus accessibles à tous. L'accès doit être ouvert à la pratique scientifique dans sa totalité, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, et pas uniquement à ses résultats, ou pas uniquement à des applications scientifiques spécifiques. Il s'agit ensuite de protéger la liberté de recherche scientifique, c'est-à-dire de faire en sorte que l'entreprise ou la pratique scientifique échappe à toute interférence publique ou privée. Cette liberté fonde aussi une obligation de protéger le droit de communiquer librement les résultats de ses recherches, de les publier, de les propager sans censure ni considération de frontières, et de les enseigner librement. Elle donne aussi naissance à l'obligation de respecter, de protéger le droit des scientifiques, de former des associations professionnelles sur le plan national et international, y compris la liberté de quitter leur pays et d'y revenir. En outre, la liberté de recherche scientifique, en tant que liberté académique, appelle le respect de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi la liberté pour le personnel enseignant et les étudiants d'exprimer leurs opinions sur ces établissements. Sur un plan organisationnel, enfin, le droit d'accéder et de participer à la pratique scientifique, ce premier droit, dérivé du droit de l'homme à la science, implique aussi un droit de participer à l'institution et à l'organisation de la science. Cette dimension démocratique du droit de l'homme à la science va plus loin que le droit égal de chacun de participer démocratiquement à la spécification de ses propres droits de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le droit de l'homme à la science inclut en effet quelque chose de plus, quelque chose de spécifique à sa dimension participative, le droit de participer démocratiquement à l'institution et à l'organisation de la science en tant que telle. On peut parler ici de citoyenneté scientifique, en complément de la notion beaucoup plus commune de science citoyenne. Et cela vaut, nous le verrons, et je vous l'expliquerai dans la 6e leçon, tant sur le plan national qu'international, ouvrant la voie à un véritable cosmopolitisme scientifique. Deuxième droit, dérivé du droit de l'homme à la science, le droit d'accéder et de participer aux bienfaits de la pratique scientifique et les obligations correspondantes. De quoi s'agit-il ici ? Tout d'abord, d'obligation d'assurer un accès non discriminatoire aux bienfaits de la science, mais aussi ensuite d'obligations qui permettent de participer à ces bienfaits et d'en jouir. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, ces bienfaits comprennent aussi bien la procédure scientifique elle-même que ses résultats. Par ailleurs, tant les scientifiques que les non-scientifiques, dans leurs différentes capacités et sans les confondre, doivent pouvoir y participer et en jouir. Troisième droit, et donc troisième groupe d'obligations correspondantes, le droit d'être protégé des effets néfastes de la science. Le droit de l'homme à la science, et je vais beaucoup vous en reparler ce matin, et j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer en fait chaque semaine, parce que c'est sa caractéristique fondamentale depuis 1948, est un droit dualiste, c'est-à-dire qu'il protège deux intérêts complémentaires, la promotion des effets positifs, qu'on appelle les bienfaits de la science, et la protection contre ces effets négatifs, qu'on pourrait appeler les méfaits de la science par opposition à ses bienfaits. Alors vous voyez ici, par exemple, dans cette interprétation et dans cette directive du comité concernant les rapports spécifiques des États, cette dimension dualiste du droit de l'homme à la science. Ce que ça veut dire, c'est que seule la bonne science, celle qui a une valeur pour la personne humaine, puisque c'est un droit de l'homme qui est protégé, mérite d'être protégée par le droit de l'homme à la science. À ce titre, ce troisième droit, qui est dérivé du droit de l'homme à la science, fonde des obligations de prévention,
de protection et de remède contre les effets néfastes de la science. Sa spécificité toutefois est de le faire en fondant ses obligations dans le bien public de la science lui-même, et donc dans les intérêts individuels et collectifs qu'il y a, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, sur ce bien, et non pas dans d'autres biens publics ou dans d'autres droits de l'homme. C'est donc véritablement une obligation positive de protection de l'humanisme scientifique que protège et que fonde le droit de l'homme à la science. Alors, comme toutes les obligations relatives aux droits de l'homme à la science, ces trois groupes d'obligations, qui correspondent à ces trois droits, ont une dimension participative. La science étant un bien public participatif, les obligations qui lui correspondent le sont aussi. Cette dimension participative doit permettre la participation de chacun et chacune à l'évaluation des bienfaits et méfaits de la science et des mesures à prendre pour les promouvoir ou au contraire pour les prévenir. C'est très important, ça veut dire qu'il faut plus de démocratie dans l'anticipation à la fois des effets positifs et des effets négatifs de la science. Je traiterai spécifiquement de ces obligations d'anticipation diligente des effets néfastes, potentiels ou à venir des sciences et technologies dites à risque qu'on peut tirer du droit de l'homme à la science dans la 5e leçon qui sera consacrée à ces obligations d'anticipation, et je vous présenterai la contribution unique que peut faire ce droit à ce débat que nous avons de longue date sur les obligations de prévention et de précaution en matière de droit de l'environnement et de droit international biomédical. Donc voilà pour le contenu des obligations spécifiques relatives aux droits de l'homme à la science. Alors j'en viens maintenant au contenu des responsabilités pour le droit de l'homme à la science. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai déjà fait la distinction la semaine dernière entre obligation et responsabilité, peut-être un peu rapidement, mais vous allez, je pense, mieux la saisir ce matin. Comme les autres droits de l'homme, le droit de l'homme à la science ne fonde pas que des obligations pour les États, il fonde aussi des responsabilités pour d'autres personnes. Il ne fonde pas, on le sait, d'obligations dont les débiteurs seraient des personnes privées, ou plus généralement des personnes non publiques, qu'elles soient physiques ou morales, et donc il n'y a pas d'obligation de droits de l'homme pour les chercheurs, entre eux. Il n'y a pas d'obligation de droits de l'homme pour les communautés scientifiques, entre elles, ou pour les entreprises. En revanche, ces personnes physiques ou morales peuvent se voir attribuer des obligations de droit interne par les États, comme on va le voir dans la 6e leçon. C'est même, je l'ai dit tout à l'heure, une obligation positive des États ou des organisations internationales débitrices du droit de l'homme à la science que d'adopter du droit interne, mais aussi international de la science, pour protéger contre les ingérences privées dans l'organisation autonome de la science ou pour protéger la liberté des chercheurs contre les interférences des communautés scientifiques elles-mêmes. Donc les États ont l'obligation d'adopter du droit interne, pénal, privé, social, public, pour obliger ces personnes privées ou les communautés scientifiques à ne pas mettre en danger le droit de l'homme à la science, mais ces personnes privées, ces communautés scientifiques n'ont pas, stricto sensu, d'obligation en vertu du droit de l'homme à la science. Mais il se trouve qu'en droit international des droits de l'homme, les personnes privées, et en l'occurrence aussi les communautés scientifiques, peuvent encourir ce qu'on appelle des responsabilités juridiques pour ces droits, en l'occurrence le droit de l'homme à la science. Alors qu'est-ce qu'une responsabilité juridique internationale pour le droit de l'homme à la science ? Eh bien, c'est très différent des obligations qui sont dues au titre du droit. C'est différent d'abord sur le contenu. Il s'agit de responsabilités d'assister les États, ou ceux qui doivent des obligations, au sens strict, à remplir leurs obligations. Ce sont donc des responsabilités qui complètent, qui assistent, qui appuient la mise en œuvre des obligations premières. Deuxièmement, elles ne sont pas dues aux titulaires de ces droits, qui ne peuvent donc pas invoquer leurs droits pour obtenir le respect des responsabilités pour les droits de l'homme. Il ne s'agit donc que de responsabilités qu'on appelle dans le jargon imparfaites ou non dirigées. Les responsabilités pour le droit de l'homme à la science des communautés scientifiques, comme les institutions de recherche, sont tout à fait centrales dans ce contexte. Ces responsabilités juridiques internationales pour le droit de l'homme à la science forment en effet le pendant passif de la reconnaissance des droits scientifiques corporatifs de ces institutions que j'ai défendues la semaine dernière.
Elles permettent donc de répondre indirectement à la critique de la reconnaissance des droits de l'homme des groupes dont je vous ai fait part la semaine dernière. Sans ces responsabilités corporatives internationales pour le droit de l'homme à la science, le risque de domination créé par la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science et la reconnaissance de droits scientifiques aux communautés scientifiques elles-mêmes serait en effet trop élevé. La question est essentielle, par exemple, pour protéger la liberté académique des membres d'une institution de recherche contre des choix de politique de recherche de cette institution. Alors, ces responsabilités juridiques internationales pour le droit de l'homme à la science par opposition aux obligations du droit de l'homme à la science correspondent largement, me direz-vous, dans leur contenu, et c'est vrai, aux responsabilités autonomes qui découlent déjà de ce qu'on appelle l'éthique scientifique. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans la première leçon, la science est une pratique normative autonome qui se donne donc ses propres normes. Pensez par exemple à l'intégrité scientifique, qui est à la fois une responsabilité éthique propre au cadre normatif de la science et une responsabilité juridique pour le droit de l'homme à la science. À première vue, dès lors, l'autorité des responsabilités pour le droit de l'homme à la science, telle que je viens de vous les décrire, du moins celle des chercheurs et des institutions de recherche, pourra s'appuyer sur l'autorité interne des responsabilités correspondantes en éthique scientifique. Mais en cas de conflit entre ces différents types de responsabilités, il est clair que ce sont les responsabilités pour le droit de l'homme à la science qui devront l'emporter juridiquement. Cette question est particulièrement sensible dans la mesure où les deux niveaux normatifs sont de plus en plus emmêlés en droit international de la science, comme je vous l'ai dit dans la première leçon. Et je pense ici aux dernières recommandations de l'UNESCO dans différents domaines comme la science ouverte ou l'intelligence artificielle, qui mêlent sur le plan du contenu des considérations juridiques qui sont des considérations de responsabilité pour le droit de l'homme à la science et des considérations d'éthique, sans que l'on sache bien d'ailleurs de quelle éthique il s'agit à chaque fois, éthique scientifique, si oui laquelle, ou autre type d'éthique. Donc ces questions vont continuer à nous occuper et j'y reviendrai. Alors, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, la multiplicité des débiteurs qui sont tenus conjointement par des responsabilités pour le droit de l'homme à la science entraîne une responsabilité de coopération pour ces débiteurs, et ce, tant sur le plan national qu'international. Il est nécessaire en effet d'assurer une coordination de ces différentes responsabilités, notamment par la mise en place d'institutions communes, nationales ou internationales de la science. Sans ces institutions de coordination, ces responsabilités ne seraient pas spécifiées et ne seraient pas allouées entre les différents débiteurs, réduisant d'autant leur effectivité. C'est le problème dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, qu'on appelle le too many hands problems. Quand vous avez trop de personnes qui doivent faire quelque chose, si elles ne parviennent pas à s'organiser, eh bien, le résultat, c'est que personne ne fera rien. Eh bien, ceci m'amène tout à fait opinément à mon quatrième point, qui est celui de l'obligation de coopération internationale en matière scientifique. Dans le domaine scientifique, la coopération scientifique internationale est mentionnée spécifiquement à l'article 15, paragraphe 4 du pacte. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous remontre ce passage essentiel de l'article 15. Pour mémoire, cette coopération scientifique internationale doit permettre à chaque État partie du pacte de remplir ses obligations en vertu de l'article 2, paragraphe 1 du pacte, des obligations qui, je vous le rappelle, et je vous montre ce paragraphe à nouveau, sont des obligations qui sont dues au maximum des ressources de chaque État, des ressources qui, nous dit ce paragraphe 1, incluent les ressources scientifiques obtenues par la coopération internationale. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier qui est mis en place ici pour la science. Alors l'observation générale numéro 25, qui a été publiée en 2020, va encore plus loin que la lettre de l'article 15.4, puisqu'elle nous dit, et vous voyez l'extrait à l'écran, que cette coopération scientifique internationale ne serait pas seulement quelque chose de désirable pour pouvoir assurer la mise en œuvre des obligations du droit de l'homme à la science, ce serait, nous dit le comité,
un devoir, c'est-à-dire, dans le langage du comité, une obligation, voire même une obligation renforcée, nous dit-il plus tard. Donc on fait vraiment face à quelque chose de très particulier au droit de l'homme à la science. Cette interprétation du caractère obligatoire de la coopération scientifique internationale correspond parfaitement à l'argument que je vous ai présenté la semaine dernière en faveur de la dimension collective des obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science. Que vous ai-je dit ? Eh bien, pour mémoire, je vous ai expliqué que la justification de la dimension collective et donc coopérative des obligations qui sont dues par chaque État au titulaire du droit de l'homme à la science sous sa juridiction est double. Je vous ai donné deux justifications pour cette dimension collective des obligations des États. Premièrement, en tant que droit dont le champ est souvent transfrontière et universel, le droit de l'homme à participer à la science ne peut être efficacement protégé que si tous ces débiteurs d'obligations dans le monde, c'est-à-dire principalement les États et les organisations internationales, coopèrent pour spécifier, allouer et remplir conjointement les obligations qu'ils encourent pourtant séparément à l'égard des personnes relevant de leurs juridictions respectives. Deuxième argument, ou deuxième justification que je vous ai donnée, et c'est lié, la nature collective des obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science est une condition de la faisabilité de la protection des intérêts des titulaires des droits contre des menaces aux droits scientifiques qui sont aujourd'hui plus du tout nationales, mais véritablement mondiales dans leur échelle. Alors prenons un exemple. Comment, sans cette coopération scientifique internationale avec d'autres États, est-ce que la France pourrait respecter effectivement le droit d'une chercheuse, d'une institution universitaire française, de participer au développement de la connaissance scientifique en paléoanthropologie ? Sa participation requiert en effet que le même droit d'autres chercheuses situées dans d'autres États, comme le Maroc par exemple, soit protégé en parallèle par ces États. Surtout, comment est-ce que, sans coopération scientifique internationale, ces États pourraient protéger les droits de ces différentes chercheuses à avoir accès aux dernières données publiées par les unes et par les autres ? Cet accès libre aux publications, on le sait, est désormais menacé par les politiques éditoriales et les droits de propriété intellectuelle des groupes éditoriaux transnationaux, propriétaires des grandes revues scientifiques, et sur lesquels les États doivent pouvoir exercer une pression conjointe pour pouvoir protéger le droit d'accès aux publications scientifiques de leurs chercheuses respectives. Donc vous saisissez, je pense, si vous ne l'aviez pas saisi la dernière fois, l'importance de la justification de la coopération scientifique pour la mise en œuvre et le respect du droit de l'homme à la science. Alors malheureusement, l'observation générale, qui nous dit que cette coopération scientifique est obligatoire, nous dit très peu du contenu de cette obligation et de son articulation aux autres obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science. Alors me direz-vous, ne pourrions-nous pas nous inspirer de la coopération scientifique et de l'obligation de coopération scientifique qui est désormais répandue dans d'autres champs et dans d'autres régimes qui relèvent du droit de la science en général ? Par exemple, on va trouver une référence à l'obligation de coopération scientifique à l'article 1, paragraphe 3 du traité sur l'espace de 1967 déjà. On va trouver d'autres traces de ces obligations de coopération scientifique en droit international du climat, en droit international de la biodiversité, en droit international de la santé. Par exemple, on va trouver cette obligation ici à l'article 18 de la Convention sur la diversité biologique, ou tout récemment, on va la trouver à l'article 8 de l'accord BBNJ, donc sur la biodiversité dans les espaces qui ne relèvent pas de la juridiction d'un État. Le problème, c'est que ces obligations de coopération scientifique internationale qui relèvent de ces autres traités et de ces autres domaines du droit international de la science ont un contenu encore très flou. Dans le cas des obligations BBNJ, par exemple, que vous avez ici à l'écran, il faudra attendre la première conférence des États parties et la création des organes communs comme le Comité sur l'accès et le partage des avantages pour connaître leur contenu. Et certaines de ces obligations sont d'ailleurs au cœur des différentes affaires pendantes devant les tribunaux internationaux dans le cadre du contentieux climatique.
Donc ce n'est pas de ces régimes-là ce n'est pas dans ces régimes-là que nous pourrons trouver des réponses à la question du contenu de l'obligation spécifique de coopération scientifique internationale relative aux droits de l'homme à la science. Et ce, pour deux raisons au moins. Premièrement, dans ces autres régimes que je viens de vous mentionner, la coopération scientifique internationale n'est pas protégée pour elle-même. Elle n'est pas protégée dans sa valeur inhérente. Elle est protégée uniquement en tant qu'elle sert un objectif distinct, comme par exemple la biodiversité ou la lutte contre le dérèglement climatique, par le transfert technologique ou par le renforcement de capacités techniques. La science, objet de cette coopération scientifique internationale dans ces autres domaines, est d'ailleurs elle-même ensuite traitée comme une ressource instrumentale dont la répartition ou la redistribution requiert la coopération. Deuxième raison de se méfier, a priori, du contenu de ces obligations de coopération scientifique internationale dans ces autres régimes pour nourrir l'interprétation du droit de l'homme à la science, ce qu'on appelle l'accès et le partage des avantages scientifiques, selon le terme consacré par ces dispositions relatives à la coopération internationale, vise avant tout à organiser les suites d'une activité d'exploitation, une activité d'extraction de ressources, par exemple des ressources génétiques, qui va certes mobiliser des savoirs scientifiques, mais qui va ensuite générer de nouveaux savoirs scientifiques, par exemple en matière de séquençage génétique, qui vont eux-mêmes devenir des ressources à exploiter et à répartir. Et cette répartition fait d'ailleurs habituellement l'objet de monétisation de ces avantages. J'y reviendrai dans la prochaine leçon parce qu'on peut douter de la compatibilité de ces régimes de coopération scientifique internationale avec celui du droit de l'homme à la science. Alors venons-en donc à nos moutons, c'est-à-dire à ce que pourrait être le contenu de l'obligation de coopération scientifique internationale renforcée que prévoit l'article 15.4 du pacte. Concrètement, je pense que cette obligation va venir compléter les trois obligations ou trois groupes d'obligations dues au titre du droit de l'homme à la science dont je vous ai parlé précédemment. Et donc l'obligation de coopération scientifique internationale de l'article 15, paragraphe 4, PIDESC, est en fait une obligation de mise en œuvre transversale des trois autres groupes d'obligations du droit de l'homme à la science. C'est ainsi, premièrement, que dans la mesure où il a pour objet une pratique scientifique dont le champ est potentiellement universel, le droit d'accéder et de participer à la pratique scientifique requiert que les États coopèrent pour en assurer la dimension transfrontière. Deuxièmement, en raison des disparités profondes qui existent entre États en matière d'accès et de participation aux bienfaits de la science, qui est l'objet du deuxième droit à la science, le respect effectif de ce droit rend la coopération entre eux indispensable à un accès à une participation sans discrimination à ces bienfaits sur le plan mondial. Enfin, et troisièmement, pour reprendre le troisième groupe d'obligations liées au droit de l'homme à la science, les recherches scientifiques et technologiques émergentes qui font peser des risques plus lourds sur l'humanité sont aujourd'hui mondialisées, rendant la coopération scientifique nécessaire au respect de l'obligation de prévention et de protection contre les effets néfastes de la science, et notamment au respect des obligations d'anticipation et relatives. Donc vous voyez comment cette obligation de coopération scientifique internationale est au service de ces trois groupes d'obligations dues au titre du droit de l'homme à la science. Alors ce qui est évident, si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que cette obligation de coopération scientifique internationale dépasse de loin la simple responsabilité d'aide au développement ou d'assistance technique bilatérale entre États qu'on a pu déduire de l'article 2.1 PIDESC, et ce sur trois points au moins. Premièrement, cette obligation de coopération scientifique internationale, elle vaut à égalité pour tous les États, aussi bien pour ceux qui ont besoin d'assistance que pour ceux qui peuvent les assister. L'opposition entre États développés et États en voie de développement biaise d'emblée la coopération scientifique, elle en fait une question purement économique d'aide au développement, alors que la coopération scientifique est une question distincte, voire peut même entrer en conflit avec la coopération en matière de développement économique. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer,
L'une des critiques générales que l'on a faites à l'agenda industriel, militaire, puis désormais développemental du droit international de la science, c'est d'avoir instrumentalisé la science à d'autres fins qu'elle-même et au profit de quelques États les plus forts, militairement, politiquement et économiquement, qui, quand ils aident au développement, s'enrichissent par la même occasion. Deuxièmement, l'obligation de coopération scientifique internationale fondée dans le droit de l'homme à la science est une obligation qui est due par tous les États conjointement aux personnes sous leur juridiction. Elle n'est pas due aux autres États avec lesquels ils doivent coopérer. Les États peuvent bien sûr encourir des responsabilités supplémentaires de coopération entre eux. Ça, c'est ce que les articles 55-56 de la Charte des Nations Unies leur demandent. Mais le fondement de ces responsabilités supplémentaires de coopération entre États est différent. C'est une distinction absolument essentielle, car la coopération scientifique internationale dont je vous parle ici, celle de l'article 15.4 PIDESC, doit bénéficier en priorité aux titulaires du droit de l'homme à la science, y compris aux chercheuses et chercheurs et aux communautés scientifiques, et non pas aux États, ou du moins pas directement. Enfin, troisième argument, il s'agit par cette obligation de coopération scientifique internationale de promouvoir une justice scientifique concrète, d'où la mention incontournable dans toutes les discussions, dans ce contexte, de l'équité. Il ne s'agit pas d'assurer une stricte égalité entre États sur le plan des capacités scientifiques. Ce serait, au vu de l'incommensurabilité des savoirs, mais aussi de leur contextualité culturelle et historique, totalement absurde. Cette coopération scientifique internationale équitable doit au contraire avoir deux objectifs au moins. Premièrement, corriger les injustices épistémiques du passé, en reconnaissant l'existence de coopérations scientifiques là où elles ont été niées. Donc ce serait déjà reconnaître la coopération scientifique antérieure. Donc là, vous avez un exemple de la carte de navigation polynésienne que le navigateur polynésien Tupaya avait réalisée pour le capitaine Cook. Donc on sait qu'il y a eu une coopération scientifique, mais que l'histoire ne nous rend pas, qu'il faut aujourd'hui, aux historiens, nous rendre, nous relater, et nous, juristes internationaux, devons contribuer à reconnaître l'existence de ces coopérations scientifiques antérieures. Deuxième objectif de cette coopération scientifique internationale au titre de l'article 15.4 PIDESC, très important désormais, prévenir d'éventuelles appropriations scientifiques à l'avenir en organisant une coopération scientifique équitable. Alors bien sûr, ça n'est pas chose aisée à faire, nous ne l'avons jamais fait, mais c'est l'enjeu de cet article 15.4 PIDESC. Il faut notamment veiller à juguler le risque d'uniformisation ou de pasteurisation, je vous ai dit, scientifique, par différents projets de coopération qui misent sur l'intégration transscientifique. Donc il faut absolument éviter cette pasteurisation, cette uniformisation par la coopération. Mais un autre écueil à la coopération scientifique internationale qu'il nous faut organiser maintenant, c'est celui de la séparation, puis de la privatisation des savoirs par la propriété intellectuelle, dans un but précisément de protection de ces savoirs contre l'appropriation publique ou privée. La protection contre l'appropriation des sciences, publiques ou privées, sera le thème de la prochaine leçon, et j'y reviendrai en détail à ce moment-là. Comme j'en ai fait l'argument la semaine dernière, et à nouveau un petit peu ce matin, pour permettre la coordination de ces différentes obligations et responsabilités scientifiques collectives, y compris de l'obligation de coopération internationale renforcée dont je viens vous parler, les États ont l'obligation positive d'adopter du droit international de la science et de mettre en place des institutions internationales de la science. Comme toutes les dimensions du droit de l'homme à la science, cette obligation de coopération internationale est participative. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste à nouveau là-dessus. Elle implique donc que l'organisation institutionnelle internationale de la coopération scientifique internationale à venir soit démocratique, qu'elle soit publique, égalitaire et représentative. Ce qui exclut non seulement, et j'y reviendrai la semaine prochaine, la semaine suivante et dans la 6e leçon, ça exclut les hybrides publics-privés, du type du fonds Gavi qu'on avait mis en place pour la distribution des vaccins et en général en matière de santé publique internationale. Ça exclut les réseaux de contrats en matière de coopération scientifique entre États, mais ça exclut aussi les organes composés uniquement d'experts scientifiques. Donc je reviendrai sur tout cela en temps voulu. Mais j'en viens maintenant
à mon dernier point, qui n'est pas le moindre, qui est celui des limites du droit de l'homme à la science. Comme je l'ai expliqué par le passé et à nouveau ce matin, l'absence de limite de la science aura été au cœur de ces rapports au droit naturel des gens et de leur succès conjoint depuis le XVIIe siècle. Ces deux pratiques, la science moderne et le droit international moderne, se sont développées main dans la main dans le creuset du droit naturel comme des pratiques sans limite, je vous l'ai dit, sans limite culturelle, sans limite historique, sans limite politique. Comme j'en ai fait l'argument toutefois, le droit de l'homme à la science a été garanti en 1948 comme la pièce maîtresse d'un nouveau droit international de la science, non seulement parce qu'il garantit la science et sa protection contre des menaces externes publiques ou privées, comme nous l'avons vu ce matin avec les obligations positives de l'État de protéger la science contre l'État, contre elle-même et contre les tiers, mais aussi parce que le droit de l'homme à la science protège la science d'elle-même et contre les menaces internes de la science par la science. Le droit de l'homme à la science protège la science d'elle-même de deux manières. Et ces manières vont se retrouver dans la structure de l'argument que je vais vous présenter. Il lui pose tout d'abord des limites internes en faisant de la bonne science une partie de l'objet du droit de l'homme à la science, ce sera mon premier point. Mais il le fait aussi en autorisant des limites externes au droit de l'homme à la science. Comme tout droit de l'homme, le droit de l'homme à la science n'est pas absolu, il connaît donc des limites externes. Ces limites sont des limites aux obligations concrètes qui correspondent au droit de l'homme à la science que nous avons vu ce matin. Alors, le terme strict qu'on utilise juridiquement pour parler de limites externes en droit de l'homme, c'est le terme de restriction justifiée. Ces limites externes au droit de l'homme à la science peuvent être justifiées soit sur la base d'un intérêt public, en l'occurrence le bien-être général, soit sur un autre droit de l'homme, et ce sera mon troisième point. Ces limites sont toutefois elles-mêmes limitées par des limites inhérentes, c'est ce qu'on appelle les limites aux limites, celles du noyau intangible du droit de l'homme à la science. Et enfin, comme nous le verrons dans un troisième point, parce qu'avec le droit de l'homme à la science, on n'est jamais au bout de nos surprises, le consentement joue aussi une place particulière en matière de droit de l'homme à la science, puisqu'il fonctionne à la fois comme une condition et comme une limite supplémentaire à ce droit. Et ce sera mon cinquième point. Alors je commence avec les limites internes, les obligations de protection contre les effets néfastes de la science. Je l'ai déjà rappelé ce matin, le droit de l'homme à la science est un droit dualiste. Il protège deux intérêts complémentaires, la promotion des effets positifs ou bienfaits de la science et la protection contre ses effets négatifs ou ses méfaits. Il fonctionne de ce fait comme une limite ultime, hétéronome à la science, puisque celle-ci ne doit être protégée qu'en tant qu'elle est au bénéfice de la personne humaine. Et il s'ensuit que les obligations qui découlent de cette troisième dimension du droit de l'homme à la science dont j'ai eu l'occasion de vous parler tout à l'heure fonctionnent déjà comme des limites à la science, mais comme des limites internes au droit de l'homme à la science. Elles ne servent pas à protéger d'autres biens publics ou d'autres droits de l'homme, elles sont inhérentes à la protection du droit de l'homme à la science lui-même, et c'est, je vous l'ai dit, le cœur de l'humanisme scientifique que protège le droit de l'homme à la science, que de garantir l'autonomie de la science de manière hétéronome, et donc de limiter la science pour pouvoir l'instituer. Cette limite interne à la dimension instituante du droit de l'homme à la science se retrouve d'ailleurs aussi dans l'une de ces garanties de droit national, en droit constitutionnel interne allemand, dans la liberté de recherche scientifique de l'article 5, paragraphe 3 de la Constitution allemande. Si vous regardez la deuxième phrase du paragraphe 3 de cet article 5, vous y verrez que la liberté de recherche scientifique est fondamentalement limitée par la Bundestreue, donc par la fidélité à la Constitution. Et mon collègue Christoph Möllers a fort opinément, à mon avis, nommé ce deuxième paragraphe de l'article 5, paragraphe 3, la lex Carl Schmitt de la Constitution allemande, puisque vous voyez l'importance ici d'avoir cette limite interne à la science, protégée à l'intérieur du droit de l'homme à la science. Interne ici, bien sûr, puisque c'est du droit allemand, mais vous voyez que ça émule tout à fait l'idée que je vous ai exposée. Venons-en maintenant aux limites externes au droit de l'homme à la science,
et au premier type de limites externes, c'est-à-dire les limites qui proviennent de la justification de restrictions fondées sur un intérêt collectif externe aux droits de l'homme à la science, reconnu comme tel par le droit. Ces restrictions, pour être justifiées, doivent respecter les conditions spécifiques de justification des restrictions des droits du pacte qui sont prévues à l'article 4 du pacte. Il y a 4 conditions que je vais maintenant vous présenter en lien avec le droit de l'homme à la science. Premièrement, ces restrictions, pour être justifiées, doivent être établies par la loi. Cette condition de légalité de la restriction aux droits de l'homme à la science correspond à l'égalité de statut dont les droits de l'homme sont constitutifs. Elle permet donc de protéger le droit égal de chaque titulaire du droit de l'homme à la science, de participer non seulement, je vous l'ai dit, à l'élaboration de son contenu, mais aussi ici à l'élaboration du contenu de ces restrictions. Alors en droit international, et je vous avertis déjà, cette exigence peut être très problématique à respecter, en vertu ou en raison du respect finalement un peu léger du principe de l'état de droit en droit international. Je vous ai expliqué dans la première leçon comment le droit international de la science souffre des maux du Global Administrative Law, par exemple de la confusion publique-privée dans les procédures d'adoption du droit international de la science, mais aussi de l'assouplissement du droit dur en un droit souple, avec les confusions réglementation-régulation ou les confusions droit et éthique qui s'ensuivent. Deuxième condition, les restrictions du droit de l'homme à la science pour être justifiées doivent favoriser le bien-être général. Il peut s'agir de protéger la santé publique, la sécurité publique ou encore la moralité publique contre des recherches scientifiques qui les menaceraient. L'absence de ressources financières, en revanche, ne peut pas être invoquée par un État pour justifier la restriction d'une obligation au titre du droit de l'homme à la science. Ces moyens financiers font partie de ce qui doit être pris en compte au moment où on spécifie les obligations de cet État, mais une fois que des mesures ont été mises en place par cet État a l'interdiction de prendre ce qu'on appelle des mesures régressives, c'est-à-dire de réduire la protection du droit de l'homme à la science parce qu'il n'en a plus les moyens. Troisième condition, les restrictions doivent être justifiées dans une société démocratique. Une invocation législative du bien-être général ne peut en effet justifier une restriction au droit de l'homme à la science que dans la mesure où cette restriction peut être jugée nécessaire dans une société démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, contrairement à ce que l'on lit souvent, il n'y a pas là d'application du principe de proportionnalité instrumentale qui requerrait que l'on procède à une évaluation du rapport risque-bénéfice et à une mise en balance quantitative des avantages et des désavantages de la restriction. Au contraire, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire ailleurs, je considère que ce test de nécessité dans une société démocratique doit être qualitatif et égalitaire. D'ailleurs, les principes de Limbourg concernant l'application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne parlent pas de proportionnalité dans ce contexte, mais parlent au contraire de vérifier que la mesure proposée vise à respecter le bien-être général et à vérifier qu'elle est la moins restrictive possible. Enfin et quatrièmement, les restrictions doivent être compatibles avec la nature du droit considéré, nous dit l'article 4. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire vérifier que l'essence du droit de l'homme à la science, c'est-à-dire ce qui ne peut être restreint à aucune condition, n'a pas été atteint par la restriction proposée. J'en viens au deuxième type de limite externe au droit de l'homme à la science, les restrictions fondées sur d'autres droits. Comme d'autres droits de l'homme, le droit de l'homme à la science peut être soumis à un deuxième type de limite externe. Il s'agit de restrictions qui sont fondées sur le respect d'autres droits de l'homme, lorsque le droit de l'homme à la science entre en conflit avec ses droits, ou plus strictement parlant, avec des obligations tirées de ces droits. Plus précisément, chaque obligation spécifique correspondant au droit de l'homme à la science peut être restreinte si le respect d'une autre obligation correspondant soit au droit de l'homme à la science, soit à un autre droit de l'homme le justifie. Dans le premier cas, on va parler de conflit de droit interne au droit de l'homme à la science, et dans le second, de conflit de droit externe. Alors, la résolution des conflits de droits de l'homme, c'est une grande question de théorie des droits de l'homme, dans la mesure où les droits de l'homme étant égaux, ils ne peuvent pas être soumis à des hiérarchies abstraites entre eux.
De même, le recours à la mise en balance instrumentale et quantitative, inhérente à une approche désormais dominante du principe de proportionnalité, doit absolument être proscrite en matière de résolution de conflits de droit, parce qu'il s'agit de conflits de droit égaux qui protègent une minorité contre la maximisation de l'utilité de la majorité. Il ne devrait donc jamais être soumis à un exercice de maximisation mutuelle d'utilité. Alors ce que l'on peut retenir, c'est que la mise en balance des obligations en conflit dans un conflit de droits de l'homme doit se faire de manière qualitative uniquement et, si possible, dans le cadre d'une procédure égalitaire et donc démocratique. Alors, le premier type de conflit de droits de l'homme en droit de l'homme à la science, ce sont les conflits internes aux droits de l'homme à la science. Il peut s'agir de conflits entre les obligations tirées de différents droits dérivés du droit de l'homme à la science, par exemple entre la liberté de recherche et le droit d'être protégé contre les méfaits de la science, ou de conflits entre les obligations qui sont tirées du même droit, invoqué positivement et négativement. Par exemple, le conflit entre le droit de participer à la recherche et le droit de ne pas y participer. Et à chaque fois, ces conflits peuvent opposer deux titulaires de droit ou le même titulaire de deux droits opposés. En fait, l'article 15 du pacte comprend lui-même en germe la possibilité d'un tel conflit de droit interne au droit de l'homme à la science, puisqu'il garantit, et nous le verrons la semaine prochaine, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, le droit des créateurs scientifiques de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels qui dérivent de la création scientifique. On peut imaginer comment le droit de protection du créateur d'une idée ou d'une expérience peut entrer en conflit avec la liberté de recherche scientifique des autres. Pensez à votre droit d'être cité, par exemple, sur une idée ou un enseignement que vous avez donné qui peut entrer en conflit avec la liberté de recherche de quelqu'un qui ne citerait pas et qui souhaiterait simplement utiliser cette idée sans l'attribuer. Alors j'y reviendrai la semaine prochaine. Le conflit de droit interne au droit de l'homme à la science, qui est le plus difficile à résoudre, cependant, c'est le conflit de droit de l'homme qui tient à la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science et donc au conflit potentiel entre cette garantie institutionnelle et la garantie personnelle. Il est important, je l'ai dit déjà, de protéger les droits individuels ou collectifs des participants individuels à la pratique scientifique en cas de conflit entre ces droits et les droits scientifiques corporatifs des communautés scientifiques. Pensez par exemple au conflit entre le droit à l'organisation de la recherche d'une communauté de savoir autochtone et le droit à l'égalité de participation à cette recherche des femmes de cette communauté qui en sont souvent exclues, ou l'inverse. Au vu des justifications que j'ai apportées la semaine dernière pour les droits scientifiques, individuels, collectifs et corporatifs, il convient de considérer les droits scientifiques collectifs comme des droits scientifiques principaux en matière de droits de l'homme à la science et les droits individuels comme des droits dérivés. En cas de conflit, dès lors, les premiers devraient donc toujours primer sur les seconds. En revanche, tant les droits scientifiques individuels que collectifs des personnes humaines doivent dans tous les cas primer sur les droits scientifiques corporatifs des communautés scientifiques en cas de conflit. Deuxième type de conflit de droits de l'homme, les conflits externes entre les obligations relatives aux droits de l'homme à la science et les conflits et des obligations dues au titre d'autres droits de l'homme. Il peut s'agir par exemple du conflit entre le droit de l'homme à la science et le droit à la santé. En effet, la relation d'instrumentalisation de la science aux droits que j'ai appelés des droits aimants de la science n'implique pas que le droit de l'homme à la science ne puisse pas entrer en conflit avec ces droits. Pensez par exemple au conflit entre la liberté de recherche d'un chercheur ou d'une chercheuse en matière génomique et la protection du droit à la santé humaine qui est invoqué pour justifier un moratoire sur ce type de recherche. Enfin, il est essentiel que vous ne confondiez pas les conflits entre droits de l'homme, dont je viens de vous parler, et la justification des restrictions aux droits de l'homme à la science, qui reposent sur ces conflits, et les conflits entre le droit de l'homme à la science et d'autres droits qui existent en droit international de la science, comme par exemple la liberté de recherche des États, qui figure ici à l'article 1 du traité sur l'espace ou à l'article 87 de la Convention sur le droit de la mer, ou de la liberté de recherche d'autres personnes privées, comme par exemple les entreprises, qui figurent à l'article 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces conflits ne sont pas des conflits de droits de l'homme, ce sont des conflits entre un droit de l'homme, le droit de l'homme à la science, et les droits des États ou d'entreprises qui ne sont pas des droits de l'homme et donc
avec le bien-être général tout au plus, et pour autant que les conditions évoquées tout à l'heure soient remplies. Alors j'en viens maintenant aux limites, très étrange, hein. Ça nous vient du jargon allemand des droits fondamentaux, les Schranken, donc les limites aux limites, c'est-à-dire les limites à toute justification de restriction d'un droit de l'homme qui sont fondées sur le bien général ou sur un autre droit de l'homme. On parle aussi d'essence ou de noyau intangible pour désigner ces obligations impératives qui correspondent à chaque droit et qui constituent le statut fondamental égal de chaque personne. Accepter la justification de restriction à ce noyau intangible reviendrait à entamer ce statut et par conséquent à saper les fondements de l'égalité entre titulaires de droit. Alors le contenu du noyau intangible du droit de l'homme à la science, comment le déterminer ? Eh bien, comme on a déterminé le contenu des obligations tout à l'heure, c'est-à-dire par la convergence de la pratique subséquente des États, et puis ensuite par une identification de cette pratique convergente par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ni l'observation générale du Comité, ni le rapport de 2012 et les rapports subséquents de la rapporteuse spéciale Chahid n'ont précisé ce que ce noyau intangible du droit de l'homme à la science pourrait être. Il me semble qu'il devrait recouvrir au moins l'exclusion de l'accès et de la participation à la pratique scientifique et à ses bienfaits de certains groupes de la population, dont les femmes ou les minorités. Et ceci m'amène à mon dernier point, qui n'est pas des moindres, et vous allez pouvoir y réfléchir pour le reste de la journée, si ce n'est de la semaine, le consentement comme condition et limite au droit de l'homme à la science. Alors le consentement, il s'invite évidemment beaucoup dans les discussions de droits de l'homme, mais il s'invite beaucoup plus régulièrement dans les discussions des limites au droit de l'homme à la science que dans le cas des limites aux autres droits de l'homme. Ce qui le caractérise tient à son ambivalence. Quelquefois, il intervient comme condition à l'exercice du droit de l'homme à la science, voire même comme droit de l'homme à la science à part entière, et d'autres fois, il intervient comme limite à l'exercice du droit, et donc comme une justification supplémentaire à la renonciation au droit de l'homme à la science et à l'autolimitation de la science par elle-même. Alors, je commence avec le premier rôle du consentement comme condition du droit de l'homme à la science, voire comme droit dérivé du droit de l'homme à la science. Ce rôle très particulier du consentement en matière de droit de l'homme à la science a deux justifications, me semble-t-il. Une justification personnelle et une justification institutionnelle. Alors, je commence avec la justification personnelle. Parce que la science est une pratique sociale autonome et instituée, et que les communautés scientifiques sont au bénéfice de droits scientifiques propres, il est très important de protéger spécialement les droits des titulaires individuels du droit de l'homme à la science. Alors cela peut se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les obligations positives de protection des États, ou bien par les responsabilités pour le droit de l'homme à la science des communautés scientifiques, mais ça peut aussi se faire par le biais du consentement. Et la condition supplémentaire du consentement à la science est, à mon avis, une manière d'aller encore plus loin dans cette protection. Elle assure la dimension participative de la science en exigeant que chaque participant à la pratique scientifique consente bien à y participer. Elle protège, en d'autres termes, les titulaires du droit de l'homme à la science contre la domination potentielle de la communauté scientifique et de ses membres, et elle assure une véritable participation égalitaire à la science. Alors, c'est bien sûr le cas des deux premières dimensions du droit de l'homme à la science dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'exercice du droit de participer à des recherches scientifiques, mais aussi dans l'exercice du droit de participer aux bienfaits de la science. Il est important, nous le comprenons tous, d'assurer que ni la première ni la seconde ne se fassent sans le consentement libre, préalable et éclairé des titulaires du droit de l'homme à la science. Le consentement à la science devient ainsi la garantie du droit de ne pas participer au bien participatif de la science dont je vous ai parlé lors de la dernière session. Le rapport de la rapporteuse spéciale sur la participation scientifique vient de sortir, donc il date de février 2024. Il n'est pas encore traduit en français, mais vous avez ici un extrait en anglais où vous voyez justement une explication de ce droit de ne pas participer et donc de l'importance, à mon avis, du consentement pour ce droit. Une autre confirmation de ce rôle très particulier du consentement à participer à la pratique scientifique,
c'est l'article 7 du pacte qui nous la donne. Vous voyez qu'ici, l'interdiction de la torture exige qu'on demande le libre consentement à la participation à toute expérience scientifique. Deuxième justification du rôle du consentement en matière de droits de l'homme à la science, la justification institutionnelle de ce consentement. Ici, le consentement constitue une condition de la dimension plus collective et corporative du droit de l'homme à la science. Le droit de la science protège, je l'ai dit, le droit de participer à l'organisation de la science et donne donc droit à une forme de citoyenneté scientifique. Ce droit de participer doit être égal et correspond à une forme spéciale, je l'ai dit, d'autodétermination scientifique. À ce titre, il existe donc une forme de consentement-participation, et la même chose vaut par extension entre communautés scientifiques, voire entre États, si une coopération scientifique internationale est engagée. La coopération scientifique internationale doit être instituée et organisée d'emblée de manière à respecter le droit égal à participer à l'Organisation internationale de la science. C'est d'ailleurs dans ce sens-là, mais ça s'étend à mon avis à toutes les communautés scientifiques, qu'on parle du droit d'être consulté des peuples autochtones avant que leur savoir soit utilisé. Donc vous avez vraiment ici la dimension institutionnelle du consentement au droit de l'homme à la science. Mais le droit de l'homme à la science a aussi recours au consentement comme une limite. Parce que le droit de l'homme à la science recouvre aussi des libertés personnelles qui pourraient, au même titre que d'autres libertés personnelles, faire l'objet d'une renonciation. La question du consentement libre, préalable et éclairé à participer à la science surgit aussi dans ce contexte. Alors, le consentement à la limite, à l'auto-limite d'un droit de l'homme, c'est quelque chose de très difficile. C'est présenté habituellement comme une protection antipaternaliste de l'autonomie de chaque titulaire de droits de l'homme. Un titulaire de droits de l'homme devrait en effet pouvoir en tout temps renoncer à bénéficier à ses droits, voire les utiliser à mauvais escient. C'est ce que Jeremy Waldron appelle le right to do wrong, le droit de faire mal avec son propre droit. Cette question de la renonciation consensuelle au droit est très difficile. Il faut veiller en effet à ce que le consentement ne permette pas de faire précisément ce que la limite aux limites aux droits de l'homme interdit, c'est-à-dire à éroder le noyau intangible de chaque droit et à renverser l'égalité fondamentale de statut de chaque personne que protègent ces droits. Alors c'est encore plus difficile en matière de droits de l'homme à la science, parce que comme je vous l'ai expliqué, le droit de l'homme à la science protège contre les méfaits de la science. Et il fonctionne donc déjà spécifiquement comme un droit paternaliste. Il intègre des limites internes au droit de l'homme à la science, en sus des limites que l'on retrouve habituellement uniquement dans les limites externes aux autres droits de l'homme. Il serait donc, à mon avis, contre-productif que la renonciation consensuelle à la protection du droit de l'homme à la science puisse être justifiée. En fait, l'on pourrait rapprocher cette interdiction du renoncement par consentement au droit de l'homme à la science de celle qui figure à l'article 5.1 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels que je vous montre ici. Cet article interdit l'invocation d'un droit de l'homme pour justifier sa propre destruction. Et c'est bien de cela qu'il s'agirait ici, si nous acceptions que l'on puisse renoncer consensuellement aux droits de l'homme à la science. Cela permettrait aux participants à la pratique scientifique, c'est-à-dire à nous toutes et tous, de renoncer à ce qui fait le cœur de l'humanisme scientifique et de sa protection comme droit de l'homme. Alors dans la prochaine et quatrième leçon, nous allons basculer. Je vais vous ouvrir le deuxième volet du cours, puisque nous allons, grâce à tout ce que nous avons acquis maintenant autour du droit de l'homme à la science, pouvoir critiquer et réinterpréter différents régimes du droit international contemporain de la science. Nous parlerons la semaine prochaine de droit international de la santé et de droit international de biodiversité, et je critiquerai pour vous les éléments propriétaires de ces régimes, comme la souveraineté scientifique des États sur la science, la propriété intellectuelle des personnes privées sur la science et ce qu'on appelle le partage des avantages scientifiques entre communautés scientifiques. Alors je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis peut-être à cet après-midi, si vous avez le temps, de revenir nous voir pour le séminaire de la professeure Hélène Keller, qui est une ancienne juge de la Cour européenne des droits de l'homme,
et qui nous parlera des rapports entre experts scientifiques et juges dans le contentieux climatique. Donc c'est un exposé qui promet d'être fort intéressant. Donc nous vous accueillons bien sûr très volontiers. Je vous remercie encore une fois avec la carte de navigation de Tupaia dont vous connaissez maintenant l'origine. Bon après-midi, merci beaucoup.